Bienvenue à tous dans Politicien, votre rendez-vous politique bi-hebdomadaire. Après Yaoundé, place à Oyala, sauf imprévu. Tous les chefs d'État d'Afrique centrale seront à nouveau réunis ce vendredi 17 février en Guinée équatoriale. Il s'agit du deuxième sommet en moins de 2 mois, une circonstance qui témoigne de l'inquiétante situation dans laquelle se trouve la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Alors que peut-on attendre de ce rendez-vous et surtout quelles perspectives pour l'organisation? Eh bien, on en parle sur ce plateau avec nos invités. Monsieur Jean-Marie Talley, bienvenue. Merci Graziella. Alors, vous êtes délégué du JICAM en Europe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également monsieur Abdelkerim Yacoub Koundougoumi. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous êtes membre du mouvement citoyen PACT au Tchad. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de m'inviter. Sans oublier notre dernier invité, monsieur Mahamazang Nezoun. Bienvenue à vous. Vous êtes enseignant-chercheur tchadien. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Le 16 mars 1994, à N'Djamena, au Tchad, l'Union douanière et économique des États de l'Afrique centrale est enterrée. Elle est remplacée le même jour par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui n'est cependant véritablement entrée en vigueur qu'en 1999, 5 années pour arriver à trouver un consensus politique à minima et mouvoir le projet d'intégration régionale voulu par les États membres. Alors, quel bilan à ce jour? Gladys Mwamba nous apporte quelques éléments de réponse. On en parle juste après. 23 ans après sa création, quel bilan faire de la CEMAC? Créée en mars 1994 et institutionnalisée par un traité en juillet 2016, la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, prend officiellement la relève en 1998 de l'UDEAC, Union douanière et économique d'Afrique centrale, avec une volonté d'approfondir et de dynamiser le processus engagé entre les 6 pays membres, à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Un espace économique de 3 millions de kilomètres carrés et de plus de 44 millions d'habitants ayant le franc CFA en partage et une institution financière commune, la BEAC, Banque des États d'Afrique centrale. Cette institution a créé, dans une certaine mesure, une situation monétaire confortable. Avoir une monnaie commune entre 6 pays de l'Afrique, ce n'est pas une mauvaise chose. La libre circulation des personnes fait partie des avancées tangibles de cet espace économique, un dossier âprement discuté dans l'espace CEMAC, mis en place en janvier 2014, mais sans la Guinée équatoriale. Après avoir analysé et discuté du document de l'accord de libre circulation des personnes et des biens dans l'espace de communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le gouvernement de la Guinée équatoriale a décidé de la non-application de cet accord, en raison de l'existence de plusieurs exigences et conditions par étapes que les États doivent accomplir et assumer préalablement jusqu'à atteindre la libre circulation prétendue. Souvent critiquée pour le fossé existant entre les décisions prises et les attentes de la population, la zone CEMAC a tout de même déployé des efforts considérables pour unifier le droit commercial et le droit des transports dans la sous-région. Mais l'espace économique sous-régional pâtit depuis quelque temps d'une situation économique particulièrement morose, caractérisée notamment par la chute brutale des cours des matières premières, un climat d'insécurité qui a fragilisé les économies de la sous-région qui ont connu une inflation et une baisse des réserves de change. Alors, 1994-2017, Monsieur Zang, en 23 années d'existence, qu'a véritablement accompli la CEMAC? Des institutions ont été mises en place, quelques petits progrès ont vu le jour, mais globalement, on est dans une impasse. Quels sont les progrès déjà qu'on peut noter? Le progrès, c'est qu'on a mis en place un certain nombre d'outils, un certain nombre d'organisations. Enfin, vous avez des instituts
de recherche, vous avez également des écoles pour former les douaniers, et puis l'existence même de l'EAC, et ainsi de suite. C'est tout ce qu'on peut mettre, n'est-ce pas, au profit de cette institution, car à mon avis, elle souffre depuis le départ d'un vice énorme, c'est-à-dire que ces États n'ont pas la main sur un outil qui est important et primordial, la monnaie. Voilà. Et à partir de là, toutes les décisions qu'ils prennent sont soumises au préalable à l'aval de la France. Et d'ailleurs, je constate une espèce d'anachronisme, la présence d'un ministre français au sommet de cette instance-là. C'est quand même, après 50 années d'indépendance, on n'est pas capable d'assurer sa propre monnaie, c'est quand même inquiétant. Jean-Marie, vous êtes d'accord, le gros problème de la CEMAC à l'heure actuelle, c'est sa monnaie? Oui, on va dire que c'est même le principal problème, mais ce n'est pas le seul. Et il y a aussi le problème de la responsabilité des personnalités qui gouvernent ou qui dirigent la CEMAC. Des vraies décisions politiques par des vrais hommes politiques, ça manque. Comme m'a dit mon compatriote en face, il se pose un problème. On a créé des institutions dans le cadre, en fait, en vue de moderniser l'espace. Ça a été mis en place, mais la fonctionnalité pose un problème. Et surtout, les décisions prises par ces institutions pour le bien-être des populations posent un problème. On ne les voit pas beaucoup. Et tout ça vient du fait de la dépendance monétaire, surtout à la base de tout le reste. Il y a peut-être aussi une question de volonté politique, oui, M. Abdelkarim. Il y a la volonté politique, ce que je dis tout à l'heure, la volonté qui vient surtout de la responsabilité. Mais si on met en place des institutions et que finalement elles ne sont pas vraiment effectives, quelque part, on se demande si la volonté est réelle, M. Abdelkarim. En fait, c'est à plusieurs niveaux l'handicap ou le problème qui empêche la CEMAC de faire son objectif, parce que quand même, sur le papier, tout y est. 5 stratégies, 29 programmes, 86 projets pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Mais pour pouvoir atteindre cet objectif-là, il faut se donner les moyens. Les moyens non seulement politiques, comme je le dis, mais aussi économiques. Parce que si vous voyez les États qui composent la CEMAC, ce sont les derniers du monde. Qu'ils soient en termes économiques, en termes de liberté économique, en termes d'environnement d'affaires. Pourtant, les potentialités sont énormes. Comment l'expliquer? On est les derniers du peloton sur tous les échelles. Donc, maintenant, pour la réussite, ou si la CEMAC doit réussir, c'est commencer par la base. C'est-à-dire cette intégration qu'ils ont voulu, d'ailleurs, la CEMAC n'a rien fait de nouveau que ce qu'il y avait avant. C'est l'IDEAC. Déjà l'école que Zang a citée, l'école douanière, les instituts existaient déjà avant. La CEMAC s'est donné comme objectif de pouvoir améliorer et de proposer la libre circulation des biens et des personnes, de pouvoir permettre une intégration politique, mais ça n'était pas possible. Pourquoi? De un, sur le plan économique. Sur le plan économique, ces pays-là n'ont pas une économie fiable et viable qui peut permettre d'échanger entre ces États-là. Donc quand Zang a dit tout à l'heure que c'est un manque de volonté politique, c'est non seulement ça, mais c'est aussi une asphyxie qui est due à une superposition de missions d'autres structures qui sont exactement comme la CEMAC. Par exemple, le CEAC fait exactement pratiquement ce que la CEMAC devait le faire. Et après, les tâches ne sont pas clairement définies, réparties entre les différents organes. Et non seulement ça, et après, la CEAC fait pratiquement la même chose que la CINSAD. Donc, cette superposition de structures qui, comme des millefeuilles, se superposent, mais qui n'arrivent pas à atteindre l'objectif. Allez-y. Alors, il y a un vrai problème au niveau des États de la CEMAC, à la notable exception de la République centrafricaine. Ce sont des économies qui sont basées presque essentiellement sur l'exportation des hydrocarbures et des matières premières. Donc, ce sont des économies qui ne sont pas diversifiées, hormis peut-être le Cameroun. Ça, c'est le premier obstacle. Le second obstacle, c'est que ces pays-là, les échanges commerciaux entre eux sont absolument faibles. On exporte les matières premières, c'est quand même inquiétant. Le commerce alors quand on parle d'intégration, de circulation des biens et des personnes, mais là, au niveau économique, c'est absolument défaillant. Il y a un autre problème qu'il faut absolument pointer, c'est cette espèce de mauvaise gouvernance
de tous ces chefs d'État-là, et puis une espèce de corruption qui est endémique. Donc, c'est un climat qui ne favorise pas les investissements étrangers et qui ne favorise pas non plus l'essor des petites et moyennes entreprises locales. Il faut compléter aussi ce que Zhang disait, c'est qu'en fait cet objectif c'était, il y avait d'autres objectifs aussi, il devait créer des routes pour relier les capitales, il devait créer une agence, une aviation, enfin, de compagnie aérienne CEMAC, il devait créer une place boursière. Donc l'ambition était... Donc beaucoup de projets évoqués. Beaucoup de projets, finalement, qui n'est basé qui n'ont pas abouti. Qui n'ont pas abouti. Pourquoi? Parce qu'on évoquera plus tard, parce que c'est une mauvaise gouvernance, c'est la corruption, comme a dit le professeur Zhang tout à l'heure. Alors, mais aussi... il y a un point important, hein, justement, qui est une des grandes faiblesses de cet espace, c'est l'intégration, vous l'avez dit, et la libre circulation des personnes. On se souvient que la Guinée équatoriale a refusé d'appliquer l'accord portant sur la libre circulation des biens et des personnes, évoquant des précautions à prendre au préalable. Qu'en pensez-vous, monsieur Attalé, et de quoi s'agit-il concrètement? Alors, quand la Guinée dit non à la libre circulation des personnes, elle devrait aussi dire non à la libre circulation des marchandises, parce qu'elle commande beaucoup, elle achète beaucoup, elle importe beaucoup du Cameroun. Et le Gabon a fait à peu près la même chose que la Guinée. Et ça, ce n'est pas de nature à faire émerger, et en tout cas à favoriser l'essor économique de la sous-région. Alors, il s'avère que les peurs de la Guinée équatoriale, comme les peurs du Gabon, ne sont pas, ce n'est pas justifié. C'est des peurs qui ne sont pas justifiées, parce qu'il y a des populations qui ont une base culturelle commune, comme ces populations d'Afrique centrale, ont un simple besoin, c'est d'harmoniser leur politique et leur vision. Alors ça manque en Afrique centrale. Vous voyez, il n'y a pas de route conséquente. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a même pas de chemin pour relier les différents. Alors quand on commence, et qu'il y a un pays qui, comme la Guinée équatoriale, qui se renferme dans son enclos tout seul, et le Gabon tend à faire la même chose, on s'aperçoit qu'on n'évolue pas et qu'on ne va pas plus loin. Et ça pose un problème. Ce qui m'amène à la question suivante. Une intégration véritable, M. Abdelkerim, suppose un transfert de souveraineté? Pas forcément. Non, pas forcément. C'est comme l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas commencé par l'union politique. Parce qu'on a l'impression que justement en fait, c'est cette question de souveraineté qui freine finalement le processus. Non, pas du tout, absolument pas. C'est plutôt un manque d'harmonisation. Donc si on harmonise, qu'il soit sur le plan juridique, harmonisation économique, ça permettra, comme la Guinée équatoriale, à justifier son refus parce qu'il n'y a pas une harmonisation interne aux États sur le plan juridique. Ce qui disait qu'on peut laisser circuler les gens, mais si on n'a pas les mêmes droits appliqués au Tchad, au Cameroun, et en Centrafrique et ailleurs, ça posait problème. Mais ça, c'était juste des raisons politiques, on peut dire. Mais seulement, c'est possible. S'il y a vraiment une volonté politique, on peut le faire. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que dans une certaine mesure, les traits socio-culturels, voire anthropologiques, aient quelque chose à voir aussi là-dedans? On ne sait pas. Peut-être que je ne sais pas. On se pose la question. Dans ces cas de figure, ils auraient réussi à l'Union du Maghreb unie depuis très longtemps. Allez-y, monsieur Zhang. Je pense qu'il y a un vrai problème un refus de transfert de souveraineté qui peut, sur le plan institutionnel et juridique, bloquer les choses. Les raisons avancées par les États gabonais et équato-guinéens, ce sont des arguties juridiques pour simplement empêcher aux citoyens d'autres pays de venir. Justement, il y a des questions de souveraineté. Forcément. Mais il faut absolument... Mais à partir du moment où on parle d'intégration, comment se fait-il que ces États-là, qui deviennent brusquement sourcilleux de leur souveraineté, alors qu'ils ont légué la souveraineté monétaire à la France? En fait, c'est quand même un peu contradictoire. C'est une cohérence totale. C'est ça là où je trouve que s'il s'agit par rapport à la France, personne ne se soucie. Mais s'il s'agit d'une intégration locale, régionale et sous-régionale, tout de suite on brandit le drapeau national et la souveraineté pour dire que non, les nôtres d'abord. Le problème de la responsabilité du politique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a des hommes politiques qui ne sont pas soucieux de leur environnement et qui ne sont pas soucieux du devenir de leur environnement. Vous voyez, quand on s'aperçoit que chaque pays parle de sa souveraineté, alors que les mêmes pays ont les mêmes bases culturelles, alors qu'en termes simplement de minimum d'harmonisation, donc d'harmonisation autant juridique, ou harmonisation même sur tous les plans, y compris économiques, on arrive à préserver la souveraineté de chacun des États. Et à partir de là, à développer, en tout cas faire la promotion d'un essor économique conséquent. Mais ce n'est pas le cas. Mais il y a d'autres raisons qui sont des non-dits
qui sont des raisons à fleur de peau. Quand vous imaginez la Guinée équatoriale ou le Gabon qui expulse des Gabonais et qui expulse des Camerounais, dont les deux pays, Gabon et Guinée, qui expulsent en masse des Camerounais sans se poser des questions sur leur stabilité dans leur propre pays, dans le pays, et en tout cas l'apport que ces communautés ont par rapport à l'essor économique de ces pays. Ça pose un problème. Ça veut dire on n'a pas encore intégré en Afrique le fait de la notion de vivre ensemble et la notion même de fraternité. On le dit beaucoup sur le mot, sur le papier, mais dans la réalité, non. Il y a la peur de se dire on va être envahi par. Et donc ça, on ne le dit pas assez, mais dans les esprits, c'est un peu ça qui ressort. Il y a un petit peu de facteurs socioculturels. Il fallait justement aller au-delà de ces peurs. Et au-delà de ces peurs, c'est des exemples. Ça veut dire qu'il faut des exemples très forts pour que les gens puissent suivre. Mais étant donné qu'il y avait non seulement ces facteurs d'enfermement, mais aussi des inimitiés entre les hommes politiques, les leaders. Par exemple, les présidents gabonais qui n'aiment pas le président équatorien, qui n'aiment pas le président congolais, le président congolais qui a des problèmes avec le président, avec Déby, qui a des problèmes avec le président centrafricain, qui font que... il n'y a pas de véritable solidarité finalement dans cet espace. Parce que cette implication, quand Idriss Déby a mis son nez dans des affaires centrafricaines, le président centrafricain réagit différemment et ne fera pas ou ne facilitera pas la tâche aux Tchadiens. Donc du coup, c'est bien, il y a la volonté, mais seulement il faut une impulsion économique avant une impulsion politique. Parce que politiquement, ce serait quasiment impossible de réunir les gens. Si économiquement, on n'est pas fiable. On a une situation où les égos personnels de nos dirigeants politiques, de la sous-région, empêchent l'émergence de cette sous-région en matière économique et sociale. Ouais. Et ce sont peut-être ces querelles de leadership finalement qui expliquent l'échec du rapprochement, par exemple, entre les bourses de Douala et de Libreville. Voilà, c'est parfaitement ça. Il y a ce facteur d'égo de chefs d'État hypertrophié, mais je repointe encore la même contradiction, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'accepter des programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire international, là, on ne parle plus de souveraineté parce qu'on va tendre... Justement, en ce qui concerne ces programmes d'ajustement structurel, on va en parler. Ce sera dans quelques instants, juste après une courte pause. À tout de suite.